Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Le lundi soir, comme on les aime, dans notre émission, il y a du terroir sur la table sur Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table, c'est 1 heure de découverte, 1 heure plein les papilles de 18h30 à 19h30 tous les 15 jours. Et ce soir, à l'heure de l'apéro, l'heure où nous trinquons un verre à la main, nous ne pouvons qu'être hyper ravis d'accueillir le vin. Je dirais même les vins. Et les vins d'où ? De Savoie, vin Dieu. Partons pour une destination terroir et quelle joie ce soir d'accueillir à notre table le président du CIVS, Monsieur Pierre Vialet. Le CIVS, le Comité interprofessionnel des vins de Savoie, partenaire de notre si belle émission et je vous en remercie. Nous allons ce soir tout savoir sur les vins de Savoie et avant tout, je dirais simplement une recommandation. Consommer des vins, oui, mais avec passion et grande modération car l'alcool est dangereux pour la santé. Donc nous allons ce soir tout savoir sur les vins de Savoie, de l'histoire des vins de Savoie, à l'économie, aux filières, à la particularité des paysages, au tourisme, sans oublier les viticulteurs et leurs vins. Et ils ont bien besoin de nous, ces viticulteurs, en ce moment. Et les viticulteurs de Savoie, bien entendu. Bonsoir Pierre, bienvenue à Radio Grand Lac. Vous êtes donc le président du CIVS. En quoi consiste le comité ? Oui, bonsoir aux auditeurs. Écoutez, le comité a pour objectif de fédérer les 380 viticulteurs et opérateurs de la filière viticole de Savoie, les fédérer pour mener des actions de communication, mener des actions aussi autour de l'évolution de la réglementation, et puis mener aussi des actions de recherche et de développement pour améliorer nos qualités et satisfaire toujours plus nos nombreux consommateurs. Donc c'est l'intérêt et l'objectif de ce comité qui travaille aussi en parallèle avec ce qu'on appelle un ODG, donc un organisme de défense et de gestion, qui lui a pour mission de respecter strictement le cahier des charges de production de l'appellation d'origine vin de Savoie. Et le comité interprofessionnel a pour objectif d'amplifier, j'ai envie de dire de magnifier sur la zone de chalandise nos productions, en faire parler et finalement amener de l'attractivité. Quand a-t-il été créé ce comité ? Alors le comité a été constitué par 2 collèges, puisqu'il faut 2 collèges pour créer une interprofession. Donc il faut un collège qui représente les producteurs et un collège qui représente les metteurs en marché. Donc cette association a été créée en 1979, donc ça fait déjà un petit peu de temps. Ouais. Et elle fédérait donc à l'époque 11 membres du comité de l'union des producteurs de vin de la région Rhône-Alpes et 11 membres donc de l'ODG Vin de Savoie. Donc on est 22 membres qui représentons la filière vin de Savoie, tout opérateur confondu. Et au fil du temps, effectivement, on a musclé nos actions et on a donné vraiment une connotation très communication autour de ce comité, puisque pour moi, ça reste quand même effectivement l'intérêt de la mutualisation pour derrière générer des budgets de communication et fixer des objectifs de maintenir notre clientèle, mais aussi de la développer. Donc la raison, le pourquoi, c'est vraiment pour être cette fédération. Oui. Fédération, il y a vraiment eu un effet fédérateur dans cette association pour faire un point d'étape. Derrière, le comité dispose de la compétence économique, donc on a mis en place au fil du temps donc un observatoire sur les vins de Savoie, donc on sait exactement ce qu'on produit, mais on sait aussi ce que le marché nous demande. Donc ça nous permet d'anticiper ce qu'on appelle piloter la filière. On pilote la filière en regardant un petit peu les évolutions, ce qui nous permet de moduler nos productions. On a évolué sur des productions nouvelles, notamment il y a 5 ans. Je pense qu'on a tous entendu parler avec l'accession au crément de Savoie, donc une vraie démarche qualitative, mais qui a été aussi prouvée par la demande. On voyait vraiment l'intérêt de la demande autour de ce produit
Et c'est au niveau de l'interprofession qu'on a initié la démarche. Derrière, c'était repris au niveau réglementaire par l'ODG. Et on a eu cette démarche qui a abouti donc en 2015 et qui finalement a remporté plutôt un succès qualitatif. Alors évidemment, le commercial reste à développer, mais on a l'appellation, c'est le plus important, c'est la phase la plus importante dans la réalisation. D'accord. Les vins de Savoie, c'est 2200 hectares, 20 cépages et 3 AOP. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'un AOP dans le sens de la viticulture, justement. Alors ça, c'est des questions réglementaires qui ne sont pas propres à la Savoie. C'est tout le monde des réglementations françaises dans un premier temps et puis européennes depuis une quinzaine d'années, puisque les appellations d'origine contrôlée françaises ont été reconnues en appellations d'origine protégée européenne. Donc, au début des années 2000, 2005, où on a été reconnu en 2008. Et il y a 3 échelons dans la production. C'est assez récent alors. C'est assez récent. Alors l'AOC c'est très ancien, puisque l'AOC remonte au début du siècle, du XXe siècle. Nous, l'accession à l'AOC en Savoie, c'est 1973, donc c'est relativement ancien mais aussi récent. Oui. Et autour de nous, par exemple, l'appellation Seyssel remonte à 1947. Donc c'est encore plus ancien que l'appellation Vin de Savoie. On reviendra justement sur l'histoire de la Savoie. C'est la périphérique. Donc, pour finir mon propos, donc ces trois segments de production reconnus au niveau européen en termes de vin, mais dans les fromages, c'est un petit peu la même démarche. Oui. Il y a le premier échelon, qui est ce qu'on appelle les VSIG, les vins sans IG. Donc là, c'est des vins de nation, d'ailleurs que Vin de France, par exemple. Vin de France, cépage Uni-Blanc, Cinsault, etc. Donc là, c'est le premier niveau de la réglementation. Le deuxième niveau, c'est l'IGP, l'indication géographique de provenance. Donc là, vous avez des zones qui sont beaucoup plus grandes. Ici, on a une zone de production viticole qui s'appelle le vin des Allobroges. Donc ça concerne des départements, donc pas des départements, des cantons. Donc c'est relativement grand en termes de zones. Et puis après, vous avez l'échelon supérieur qui est l'AOP, où là on est sur des réglementations beaucoup plus fines. Oui. On va sur une notion de terroir, donc c'est extrêmement territorialisé. Donc on fait ce qu'on appelle nous la trilogie, le cépage, le terroir et derrière le savoir-faire du vigneron qui amène cette particularité historique qu'on arrive à relater dans une production AOC et qu'on met au sommet de la pyramide, donc de l'aspect qualitatif de la segmentation des vins en France. Et dans ces 3 AOP donc, que l'on a dans les vins de Savoie, lesquels sont-ils ? Alors les 3 AOP, on a l'appellation vin de Savoie, on a l'appellation Roussette de Savoie, oui. Et nous gérons aussi l'appellation Seyssel, l'appellation Seyssel qui est une appellation autonome, puisqu'elle bénéficiait déjà de l'appellation donc avant l'accession à l'appellation Savoie, donc l'en disposait depuis 1947, donc on la gère en périphérie. Mais l'appellation Seyssel n'est pas un vin de Savoie. C'est-à-dire que c'est produit dans la zone de la Savoie, mais c'est une appellation complètement autonome. Et puis dernièrement, on a l'appellation Crémant, qui est le petit dernier. Alors là, qui est en cours de reconnaissance, encore réglementaire. Les démarches européennes sont très longues. Donc on aura à terme 4 appellations en Savoie, sachant que le Crémant de Savoie, c'est un vin mousseux, qui est produit exactement avec le même cahier des charges que le champagne. Donc c'est pareil en termes de critères qualitatifs, on est sur des choses qui sont très très réglementaires et qui prouvent derrière la qualité du vin par rapport à cette exigence qualitative et réglementaire dans les critères de production. Et là, on a 4 départements, donc, ce que j'ai Alors oui, on a 4 départements. On a une partie de la Haute-Savoie, il y a à peu près 15% de la surface viticole qui est en Haute-Savoie, la zone lémanique, qui est autour de Thonon, d'Ouvennes. Oui. Après, on a une autre zone qui est vers Bonneville, avec un vin qui s'appelle l'Aïse, donc un vin qui on reconnaît maintenant avec ses lettres de noblesse. Après, on repart donc du côté du Rhône, là on a Seyssel qui est à la confluence de l'Ain et de la Haute-Savoie. Oui. Et après, on revient donc sur l'avant-pays savoyard, où on a la Chautagne, Jongieux. Et après, on repart donc sur le Cluse de Chambéry, Comte de Savoie. Et là, on va toucher le département de l'Isère, donc sur l'ancienne frontière en fait de la Savoie et de la France,
Et on a encore à peu près une dizaine de pourcents de la surface qui est dans le département de l'Isère, mais qui est en Vin-de-Savoie. Donc combien d'hectares à peu près ? En tout, on a environ 2150 hectares, donc en AOP, et auquel il faut ajouter aussi 180 hectares d'IGP. D'IGP, mais là, c'est des zones qui sont à l'extérieur des AOP, sur des cantons qui sont beaucoup plus grands. Donc, si je comprends bien, donc cette classification est basée sur un cahier des charges. Ouais. Un petit peu de détails sur ce cahier des charges, justement. Le cahier des charges, il se fait déjà sur l'AOP, sur les géologies. Déjà, il faut un historique, l'histoire viticole, c'est la base de toute démarche AOC. Et après, il faut vraiment quelque chose qui transmet une qualité particulière à un vin. Et nous, c'est sous-sol. Et c'est vrai qu'en termes de sous-sol, on a des sous-sols qui sont extrêmement variés. Alors, c'est globalement des anciennes vallées glaciaires, mais qui ont des expositions un petit peu différentes et qui bénéficient de microclimats. Oui. Le microclimat qu'on a sur la Chautagne, par exemple, ou sur Jongieux, donc avec le versant du Rhône, n'est pas le même que celui qu'on a sur la Cluse de Chambéry ou la Combe de Savoie, où on a des vents qui sont différents. Voilà, donc ça c'est la géologie, le climat derrière, oui. Et après les cépages, et le savoir-faire de l'homme. Le savoir-faire de l'homme, c'est la vinification, tout simplement. Tout à fait, oui. D'accord. La qualité du raisin dépend déjà d'où on plante les vignes. En général, en Savoie, on a 60% des vignes qui sont en coteaux, donc c'est plutôt un vignoble de coteaux et de très fortes pentes, puisque on a à peu près 50% du vignoble qui a plus de 40% de pente, donc on a vraiment des coteaux relativement escarpés. Et c'est ce qui fait la qualité. Il faut que la vigne souffre. La vigne n'est pas une plante qui est faite pour pousser dans les plaines. En général, le raisin, il faut qu'il soit concentré. Et pour qu'il soit concentré, effectivement, le coteau sont nettement appropriés pour faire des vins de qualité. Et après, c'est les cépages. Donc, selon les expositions, on joue avec les cépages. Et tout ça, à un moment, a été figé dans un cahier des charges. Et maintenant, c'est une évolution donc, autour de ce cahier des charges. Alors, on peut évoluer techniquement sur les techniques de vinification, mais toujours est-il que sur l'alchimie entre ce qu'on appelle la minéralité, donc ce qu'on extrait du sol, oui. Le cépage, bon, ça c'est vraiment figé dans le marbre, dans ces fameux cahiers des charges d'appellation d'origine protégée. D'accord. Et l'histoire de la vigne en Savoie ? L'histoire de la vigne, elle est très très ancienne. Alors l'histoire de l'AOC, elle est relativement récente, 1973. La vigne en Savoie, quand on remonte au 14e, 15e siècle, il y avait 10 fois plus de vignes en Savoie qu'il y en a maintenant. Donc il y a vraiment une grosse origine viticole en Savoie, mais c'était une époque où finalement le vin était un aliment. On parle justement des allobroges, voilà. Des moines, oui. Quelle particularité justement on peut, enfin pas une particularité, mais qu'est-ce que les allobroges ? Comment l'auditeur peut ressentir justement cette histoire en parlant des allobroges ? Expliquez-moi un petit peu. Les allobroges, c'est une population qui s'est sédentarisée sur le département de la Savoie. C'était bien avant l'annexion de la Savoie par la France. Et effectivement, il y avait une vraie culture. C'était vraiment une civilisation en tant que telle. Ils étaient complètement autonomes. Et c'est vrai qu'à l'époque, le clergé était très puissant. Donc, la partie alimentaire, oui. Et le vin était un aliment, finalement, était extrêmement développé. Après, alors c'était géré, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer au Moyen-Âge. Mais toujours est-il qu'il y avait 22 000 hectares de vignes à cette époque-là. Donc, oui. Les allobroges étaient plutôt une civilisation relativement riche et prospère, puisqu'ici, il y avait des fleuves. On parlait tout à l'heure de Seyssel. Il y avait le port de Seyssel qui, finalement, faisait naviguer beaucoup de fûts de vin pour aller sur des grandes villes comme Lyon ou voire même plus loin. Donc il y a un vrai travail, il y a une vraie histoire viticole au niveau de la Savoie et qui finalement quand on creuse, alors on n'aime pas trop regarder derrière, mais il faut quand même un peu en parler. Oui. Et finalement on a vraiment une origine où la viticulture avait ses lettres de noblesse en Savoie et notamment l'ampélographie. Oui. Quand on prend par exemple les prestigieuses vignes des Côtes-du-Rhône septentrionales, avec le fameux cépage Syrah, qui est reconnu comme l'un des meilleurs vins rouges du monde, et bien finalement,
il est parent très proche avec la mondeuse. D'accord. Mais la Syrah serait un descendant de la mondeuse. C'est-à-dire qu'on serait pas... La mondeuse, c'est pas un descendant, c'est le Syrah qui est un descendant de la mondeuse. Donc, ça veut dire quand même qu'ici, il y avait un savoir-faire viticole, Oui. il y avait un savoir-faire empélographique, et finalement, ça a permis derrière de faire des évolutions, de l'hybridation avec certains cépages, et d'avoir derrière maintenant des cépages encore beaucoup plus qualitatifs, ou avec une qualité différente, et qui prouvent cette qualité dans d'autres régions viticoles. Donc, pour revenir à votre question, l'origine de la viticulture en Savoie a été, je pense qu'elle a eu un impact même sur l'empélographie nationale, notamment sur les vins rouges. Après, la Savoie reste une région de blanc, et effectivement, nous, dans l'originalité de l'appellation d'origine protégée savoyarde, les cépages blancs savoyards, notamment le Jacquère et l'Altesse, qui représentent à peu près 55% de l'encépagement total des vins de Savoie, sont vraiment des cépages authentiques. C'est-à-dire que c'est des cépages qu'on retrouve nulle part ailleurs. Alors on le retrouve évidemment à Seyssel, en périphérie, ou dans les IGP, mais on ne retrouve pas ces cépages dans d'autres régions de France. On a vraiment une originalité, et cette originalité est historique, et on la retrouve quand on remonte sur les livres d'histoire au XVIe, XVIIe siècle. On a plein de légendes, il y a plein de choses qui sont écrites, alors vraies ou fausses. Vous avez justement une petite légende La légende, c'est Anne de Chypre, qui aurait ramené l'Altesse en Savoie. Alors, vrai, pas vrai, on peut pas le prouver, mais toujours est-il que oui, il y a une vraie légende, il y a des choses qui se sont passées, et il y a eu des échanges entre la Chypre et la Savoie autour de cépages Altesse. Alors, il y a peut-être même eu plus que ça, la légende le dit. Mais oui, c'est vrai, et j'avais reçu il y a 2 ans, même plus 4 ou 5 ans en arrière, un viticulteur chypriote qui a planté de l'Altesse à Chypre, et on avait fait des échanges de dégustation. Et l'histoire, elle est là, et ça remonte au XVIIe siècle, donc vous voyez, c'est très ancien. Oui, il y a plein de choses, et ça, c'est avéré en partie. C'est fabuleux. Et ce milieu justement de la Savoie, où on a nos montagnes et nos vallées, pourquoi on a de si bons vins? On a de bons vins. L'altitude. Oui. Notamment les vins blancs. Donc les vins blancs, si vous voulez, pour faire un bon vin blanc, il faut avoir un équilibre avec de la fraîcheur. Donc la fraîcheur, c'est l'acidité. C'est-à-dire qu'il faut une bonne acidité pour prouver derrière, mettre en valeur tous les arômes. Donc l'acidité, on retrouve dans un Apremont, un Jacquère, par exemple. Une Altesse, par exemple, une Roussette de Savoie, un vin à base de Jacquère, par exemple, l'Apremont ou l'Abîme. Voilà, c'est des vins qui sont sur un support acide. Et ce support acide, alors il faut une bonne acidité, il ne faut pas un excès d'acidité. L'excès d'acidité, c'est un défaut. D'accord. Mais un peu d'acidité, si vous voulez, ça exacerbe les arômes. Et finalement, c'est des choses qui sont extrêmement recherchées en termes de vin blanc. Et le climat de la région de Savoie, avec ses vallées, avec quelque part aussi maintenant un peu un courant qui nous vient de la vallée du Rhône quelquefois, avec le prolongement de la vallée de Grèce et Vaudan, amène une chaleur la journée, mais on a aussi les montagnes qui sont relativement prêtes en termes de distance, et on a des nuits qui sont toujours fraîches. Donc on arrive à garder une acidité, même avec le réchauffement climatique, qui est aussi un sujet. Oui. Mais malgré ça, on a quand même des nuits qui sont très fraîches. Oui. Alors dès que vous arrivez à Valence, vous avez plus ce phénomène de fraîcheur la nuit. Et nous, on arrive à voir ça, et ce qui nous permet d'avoir effectivement ce bon support d'acidité, on garde nos gouttelettes sur le raisin. Exactement. Et ça, c'est pour faire des bons vins blancs, c'est vraiment une particularité qui est propre aux régions montagneuses, et la Savoie, finalement, tire très bien son épingle du jeu par rapport à cette on a quand même 36 sommets de plus de 3500 mètres. Oui. La Savoie, la moyenne d'altitude du département, c'est 1000 mètres. Donc voilà, je vous laisse imaginer, la viticulture, on est au maximum à 500 mètres d'altitude, mais la moyenne du département, c'est 1000 mètres. Donc on est vraiment... On s'identifie en haute montagne. Oui. C'est un peu le problème qu'on a quand on va présenter des vins de Savoie à l'étranger. Ils ont toujours l'impression qu'on vend des vins de glacier quelque part, alors que finalement la vallée de l'Actus de Chambéry est à 230-250 mètres, et nos coteaux, nos zones AOP s'arrêtent à 500 mètres d'altitude. Donc vous voyez, on n'est pas encore au niveau du Mont Blanc pour planter de la vigne, mais oui, il y a une différence de contraste, 230 mètres, où on a un climat
des températures extrêmement élevées. Oui. Et dès que vous montez, vous avez des différences. D'ailleurs, entre 250 mètres, le minimum où on plante de la vigne, et 500 mètres, ça fait 10 jours de différence de maturité. Donc D'accord. c'est énorme. Ouais, l'impact du climat sur 500 mètres, c'est énorme. Et quand on a eu justement ces intempéries de grêle, elles se sont situées pile sur des parcelles. Ouais. Comment expliquer justement ce phénomène qui vient assez régulièrement aussi? Alors oui, on parle de climat, de changement climatique, mais cette grêle, quand j'ai discuté avec des vignerons, les viticulteurs, ils m'ont expliqué que c'est d'un endroit à l'autre, il n'y avait rien. Oui. Et ils ont été touchés, donc ça fait partie aussi, c'est microclimat. Oui. C'est les courants d'air. Hein. Des courants d'air. Un orage, il prend naissance à un endroit, et après il se déplace avec les courants. Et effectivement, nous, avec les montagnes, ça fait des trouées. Et en général, les nuages suivent la trouée. Et dessous, vous pouvez avoir 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, où effectivement, vous allez avoir des dégâts de la grêle. On en a eu, le plus gros qu'on a eu, il est relativement récent. Hein, c'est le 15 juin 2019. 19, oui. Ça va faire 2 ans. Là, on a eu un orage, à peu près une bande de 400 mètres de large, qui a traversé l'ensemble de la Cluse de Chambéry, donc d'Apremont. D'Apremont, oui. Sorti en face sur la commune de Saint-Joire. Et là, ça a vraiment détruit 250 hectares à peu près à 100%, entre 60 et 100% de dégâts. C'était du jamais vu, mais oui. Alors ça, et maintenant, c'est exacerbé finalement avec ces contrastes liés à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. D'accord. Donc le climat montagnard de la Savoie, c'est un carrefour entre plusieurs influences, on va dire. On va parler maintenant de cépages, Pierre. Oui. Donc on a du blanc, on a du rouge. Je rappelle, toute boisson est à consommer avec modération. Donc ce soir, vraiment, on se fait ce grand plaisir d'avoir ce professionnel qui est Pierre Vialet, qui est le président du comité interprofessionnel des vins de Savoie. Mais voilà, à consommer avec modération. Donc on va parler des cépages. Les blancs, les rouges. Alors, dites-moi un petit peu plus. Allez, on a parlé un petit peu des blancs. On peut revenir sur leur classification. Alors, en cépage vraiment emblématique et qu'on travaille de manière historique, c'est pour les blancs, c'est le Jacquère l'Altesse. L'Altesse, c'est la roussette de Savoie, et le Jacquère produit les appellations les plus connues, qui sont l'Abîme, l'Apremont, par exemple. Donc là, c'est vraiment les cépages savoyards d'excellence au niveau des blancs. Et puis donc sur les rouges, on a la Mondeuse. La Mondeuse, oui. Moi, c'est un de mes préférés. Oui, désolé. C'est vraiment un cépage qui est vraiment typique savoyard. Donc ça, c'est les 3 fers de lance, j'ai envie de dire, au niveau de la Savoie. Après, on parlait tout à l'heure de l'histoire de la vigne en Savoie, de l'ampélographie. On a plein d'autres cépages. Oui. Finalement, c'est sur ces 3 cépages qu'on a concentré nos techniques de production depuis une trentaine d'années, mais on s'aperçoit qu'on a un patrimoine ampélographique qui est dans les cartons. Et là, maintenant, avec le réchauffement climatique, on a choisi il y a 20 ans ces 3 cépages parce que c'est ceux qui étaient le plus adaptés au climat des années 80-90. Le climat a beaucoup changé. Tout à fait. Moi, j'ai 30 ans d'activité. Le réchauffement climatique sur la viticulture en Savoie, c'est à peu près 3 semaines de gagné sur la période de vendange, les années 85, 90 et 2020. Donc, vous voyez, donc maintenant, on essaye de rechercher finalement d'autres cépages, des cépages qui ont été abandonnés, entre guillemets, mais qui existent toujours, et les remettre au goût du jour. Donc là, on fait un travail notamment sur les rouges. On essaye de retrouver de nouveaux cépages, et puis refaire des plantations. Donc là-dessus, il y a par exemple l'Étreur de la Vie. Il y a beaucoup de cépages qui sont dans notre patrimoine génétique, historique, et qu'on va essayer de remettre au goût du jour pour faire une évolution. Alors, ça ne sera pas forcément des assemblages avec de la mondeuse, puisque la particularité, nous, des vins de Savoie, c'est d'être très monocépage. On est très monocépage. Vous savez qu'il y a beaucoup de régions viticoles qui sont multicépages. Nous, la tradition savoyarde, c'est d'être beaucoup monocépage. Mais on peut faire un travail qualitatif sur des cépages anciens, avec le réchauffement climatique qui donne de très très bons résultats. Moi, je déguste des vins maintenant avec des cépages anciens qui ont été abandonnés, qui reviennent maintenant avec des qualités vraiment impressionnantes.
Donc moi, je crois beaucoup à ça. Donc il y a un vrai travail à faire. Dans ce travail, c'est pas qu'un travail de viticulteur. C'est un travail aussi avec les pépiniéristes viticoles. C'est un travail de multiplication, de sélection. Donc en laboratoire, il faut sélectionner. Il y a des sélections. On étudie la terre. Il n'y a pas que la terre. Il y a aussi tout ce qui concerne ce qu'on appelle le cépage. Donc quand on retrouve par exemple des vieux cépages, il faut déjà l'analyser pour voir s'il est exempt de virose, qu'on ne développe pas des cépages qui... Qu'est-ce qu'on analyse au juste dans le cépage ? On le séquence. En fait, on parle actuellement on parle beaucoup de séquencement des virus. Là, nous, on fait la même chose. Donc, on séquence le cépage, on regarde s'il est vraiment sain. Déjà, s'il nous correspond. S'il nous correspond, on fait une sélection, on séquence. On regarde effectivement s'il est exempt de toute virose. Et derrière, on en fait une multiplication. Et puis après, on fait de l'expérimentation qualitative. Et donc là, on passe sur la partie viticole, vinification. Et on voit s'il peut nous amener quelque chose. Alors ça, c'est un peu notre boulot qu'on fait avec les pépiniéristes. On est aussi aidé au niveau départemental sur des fonds pour travailler sur cette recherche et développement. Et là, c'est une évolution perpétuelle qu'on essaye de mener, mais toujours dans le sens de la qualité. Et ça prend beaucoup de temps. Alors ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Et après, on pourra planter de la vigne. Mais il faut vraiment avoir une grosse anticipation. Et puis effectivement aussi avoir une tendance sur l'évolution de la consommation. On voit qu'actuellement, la consommation... par exemple, il y a une baisse de consommation sur les vins rouges. Les typicités de vins rouges évoluent. Par exemple, le consommateur actuellement demande plutôt des vins rouges. La mondeuse, c'est plutôt un vin rouge tannique, de garde, etc. Alors qu'il y a simplement 20 ans en arrière, c'était plutôt des vins rouges très fruités, comme le Gamay, Pinot, par exemple. Ça, actuellement, on voit une tendance de recul de consommation sur ces cépages, un regain d'intérêt sur la mondeuse, et puis aussi le travail qu'on fait sur des rouges un petit peu tanniques, historiques, qui peut avoir un intérêt pour le consommateur. Donc là, il faut observer le marché, et puis travailler avec un pas de temps de 10 ans, donc un vrai travail d'appropriation, quelque part d'imaginaire à avoir pour avoir le coup d'avance. Super. Eh bien, on se retrouve dans un tout petit moment, après une petite musique. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. On accueille ce soir donc Pierre Vialet, qui est le président du comité interprofessionnel des vins de Savoie. On va revenir sur les cépages blancs, rouges et notamment le crémant, pardon. Alors le crémant, c'est le dernier né, c'est 2014, une démarche qu'on a initiée en 2009 qui aboutit en 2014. Donc là, on est en fait sur une reconnaissance de nos mousseux. On avait 2 productions en Savoie qui s'appelaient le vin de Savoie méthode traditionnelle et le pétillant de Savoie. Donc on avait deux vins un petit peu, on va dire hybrides, qui bénéficiaient pas d'une appellation autonome. Et on a voulu à un moment vraiment se fédérer autour d'une appellation avec un vrai cahier des charges. Donc l'appellation crémant, qui est une appellation qui est très, très, très réglementée en termes de production. Globalement, le cahier des charges de production du crémant, c'est à peu près le cahier des charges du champagne. D'ailleurs, c'est ramasser les raisins de manière entière. Derrière, c'est les mettre dans un pressoir. Et 150 kilos de raisins font 100 litres de jus. Donc, on prend vraiment le cœur de la cuvée. Donc, on est sur des choses vraiment très respectueuses de la qualité du jus. Et après, donc, on fait une vinification sur 1 an. Donc, une vinification relativement longue qui, finalement, permet de mettre en exergue nos cépages, puisque... Est-ce que dans des cuves ? Alors, la vinification, derrière la mise en production du crémant de Savoie, on affecte des vignes à la production de crémant. Le cahier des charges n'est pas le même. C'est-à-dire que sur un vin tranquille, on peut faire 100 litres de vin avec 130 kilos de raisin. Tandis que là, il nous en faut 150 kilos. Donc, vous voyez, le cahier des charges n'est pas le même. On a un cahier des charges qui est plus important, à peu près 15-20% de production en plus. Donc, on affecte des vignes pour la production de crémant. Et après, effectivement, on ramasse le crémant sur une période qui est un petit peu différente des vins tranquilles, puisque c'est vrai, en termes de qualité,
pour faire un bon crément, il faut qu'on ait un petit peu plus d'acidité que pour faire un vin tranquille. Donc on ramasse les raisins un petit peu plus tôt. Plus tôt. Voilà. Quel le mois crément, là on le ramasse cette année, en 2020, on l'a ramassé au mois d'août. On a commencé nos créments autour du 25 août. Et après les vins tranquilles, on les a commencés début septembre. Mais en général, on commence une semaine avant. Alors après, effectivement, on vinifie en cuve. On les ramasse dès qu'ils ont une couleur particulière Oui, alors on teste l'acidité. On regarde pas, autant que sur les vins tranquilles, on regarde vraiment la richesse en sucre. On essaye d'avoir vraiment une richesse en sucre très élevée, une acidité assez faible mais équilibrée. Là, on regarde plus l'acidité. Il nous faut de l'acidité parce que derrière, le vin va refermenter une deuxième fois en bouteille et il va le faire sur un an. Donc l'acidité nous permet d'avoir vraiment une phase qualitative beaucoup plus importante. Et c'est l'acidité qui va aussi provoquer la bulle, la qualité d'un vin mousseux, notamment d'un crément ou d'un champagne. Oui. C'est la finesse de la bulle. Et l'acidité est extrêmement importante donc, dans le développement de cette bulle. Et ce développement se fait dans la bouteille ? Oui. D'accord. Donc il y a une première vinification en cuve, comme un vin tranquille. On fait du vin. Un an ? Non, le vin, on le fait relativement rapidement. C'est-à-dire que quand on vendange au mois d'août, on presse, on vinifie en cuve, donc ça va prendre 2 mois. Et à partir du début décembre, en général autour du 15 décembre, après une dégustation qualitative au niveau de l'ODG, qui va nous autoriser à le transformer en crément, on va refaire donc ce qu'on appelle un tirage en bouteille. Oui. Et on refait une deuxième fermentation en bouteille, et c'est celle-là qui dure un an. Celle-là, elle dure un an, donc on fait vieillir pendant un an, et après on pratique ce qu'on appelle le dégorgement et la mise en marché, qui se fait en général avec un décalage d'1 an. Donc c'est vraiment une production complètement différente. Là, on est sur une production qui s'apparaît à une production de créments de Loire, de Bourgogne ou de Champagne. C'est exactement la même typologie de production. Donc on est sur des choses complètement différentes. Et cette démarche nous a permis de monter en gamme, donc vraiment d'avoir une qualité qui est un vrai cahier des charges. C'est-à-dire que là-dessus, on a défini les cépages. Les critères de production, ils sont dans le cahier des charges du crément. Mais là-dessus, on a vraiment monté le côté homogène de la production. Parce qu'avant, le problème qu'on avait, c'est qu'entre la méthode traditionnelle et le pétillant, on était très hétérogène. Et souvent, le consommateur nous reprochait ce côté hétérogène. Et c'était plus possible. Donc, avec ça, on a vraiment une garantie d'homogénéité de notre production. Et finalement, derrière, on a une bannière de reconnaissance. Le crément nous permet aussi d'avoir une reconnaissance nationale et internationale, puisqu'il faut savoir qu'au niveau des créments en France, 40% des créments de France sont exportés. D'accord. Donc ça nous ouvre aussi commercialement des potentialités de marché, des relais de croissance à l'exportation qui sont intéressants. Alors pour le moment, on n'est pas dans cette logique, mais on l'a en perspective, et c'est une chose, si on n'avait pas fait cette démarche, on n'aurait jamais pu imaginer le faire. Donc c'est des choses qui sont intéressantes et qui nous permettent demain de professionnaliser des exploitations, des entreprises dans cette production de créments, comme le font d'autres grandes régions, et finalement d'aller concurrencer nos collègues de Bourgogne ou d'ailleurs sur des grands marchés d'exportation, sur des grands marchés nationaux, et finalement nous permettre de développer aussi l'économie viticole par rapport à cette production. D'accord. On est à combien en pourcentage de volume d'alcool sur un crément ? Alors un crément, c'est un vin qui fait environ 12 degrés. Donc quand on les récolte, ils font environ 11. Et derrière, cette vinification qu'on fait en bouteille rajoute 1 degré d'alcool. Donc c'est 11 plus 1, ça fait environ 12 degrés. Voilà, c'est en général un degré qu'il ne faut pas dépasser. Donc cette consommation de... Entre guillemets, attention, je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais cette consommation... À consommer avec modération. C'est un apéro ? Ouais, c'est un apéro. Un repas, c'est un vin festif. Alors là, la période qu'on vient de traverser, malheureusement, n'était pas connotée festive. Mais c'est effectivement un vin d'apéro, un vin de cérémonie, un vin de célébration. Et puis c'est aussi un vin de cocktail, puisque... je pense qu'on connaît tous le succès du Prosecco avec le Spritz. Ouais. Moi, je rêve de faire ça en Savoie. Franchement, je pense qu'il y a un vrai travail à faire autour de ça. Et oui, ça peut être un vin de cocktail, un vin d'apéritif, mais c'est la démarche qu'on a faite, elle est qualitative. C'est-à-dire que le crément, c'est quand même la base. Quoi qu'on fasse ensuite, qu'on le boive naturellement, ou dans le cadre d'un repas, ou dans le cadre festif, ou même en cocktail, la qualité du vin ressort quand même. Donc, la démarche qu'on a voulu faire autour de cette appellation est strictement une démarche qualitative. D'accord. Il y a beaucoup de
viticulteurs justement qui se mettent sur ce crément de Savoie? Oui, il y a beaucoup de viticulteurs qui ont remplacé leur production de méthodes traditionnelles et de pétillants par du crément, mais qui pour moi actuellement représente une production qu'ils ont à leur carte personnelle. Il n'y a pas, si vous voulez, ce qui nous manque en Savoie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de professionnalisation autour de la production de crément. Et ce qu'on essaye de faire, et je suis convaincu qu'on y arrivera, Oui. c'est vraiment professionnaliser une structure coopérative, par exemple, ou un gros opérateur, ou une fédération de vignerons pour une production massifiée de crément, avec un objectif. J'ai envie de dire qu'on doit être en capacité de faire assez rapidement entre 10 et 15% de production de vin de Savoie en crément. Actuellement, on est à 5%. D'accord. Toutes les régions qui font du crément font entre 15% et 40% de leur production. Donc, je pense que la Savoie a un relais de croissance extrêmement intéressant autour du crément. Mais il faut effectivement inventer un modèle économique dédié, relativement performant. Et puis après, effectivement, aller trouver des marchés. Mais là, il faut être capable de se challenger avec d'autres grandes régions. Donc, il faut avoir un coût de production à peu près homogène par rapport à nos concurrents. Et puis, effectivement, faire des démarches commerciales. Mais voilà, il faut construire tout ce qui est la chronologie de cette production. Quand on parle justement de commercialisation internationale, quel pays, quelle partie justement on retrouve nos vins de Savoie? Alors ça, l'exportation, c'était quelque chose qu'on voulait développer. Donc, moi, l'interprofession, mon premier mandat d'interprofession date de 2012, et c'était un objectif qu'on s'était fixé, de faire très rapidement 10% des vins de Savoie à l'exportation. Donc on a eu un vrai programme offensif autour de l'exportation, et on a ciblé les régions qui consomment des vins blancs. Donc c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Asie, notamment le Japon, Oui. et puis les pays d'Europe du Nord. Donc là-dessus, on a eu des programmes d'aide aussi accompagnés avec France Agrimaire, donc sur l'Amérique du Nord et le Japon. Et actuellement, donc on est en 5e année de programme exportation. Alors bon, les 2 années qu'on vient de vivre, l'année et demie qu'on vient de vivre, on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas pu se déplacer, vous imaginez. Tout à fait, mais oui. globalement, on fait actuellement entre 7 et 8% de nos volumes totaux en exportation, donc c'est pas si mal. On a doublé, on était à 3,5-4% dans les années 2012-2015, on est à peu près à 7-8% maintenant. Voilà, l'objectif de 10, il sera atteignable. On se l'était fixé en 2022, on n'atteindra pas, mais je pense qu'en 2025, on va y arriver. Oui, bon, là, c'est vrai qu'on a eu une année très particulière, même plus d'une année. On peut parler de 15 mois très difficiles. Donc, même si on doit consommer avec modération, je dirais simplement ce soir qu'il faut soutenir nos viticulteurs savoyards et nos vins de Savoie. Je terminerai juste cette petite parenthèse de soutien. Je voulais revenir aussi sur cette commercialisation. On est également en vente directe. Comment ça se passe? Vous avez... dites-moi un petit peu plus. Alors, la vente directe, nous, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le no-tourisme. Donc, le no-tourisme en Savoie, il s'est toujours vendu beaucoup de vin dans les caveaux, sur les sites de production en Savoie, et ça de manière historique. Mais le no-tourisme au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment avoir des structures dédiées au touristique, c'est finalement assez peu développé. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, puisque la Savoie, c'est très connu l'hiver, c'est très connu l'été. On est en train aussi de muter d'un tourisme vraiment assis sur l'hiver, sur un tourisme 2 saisons, voire 3, voire 4 saisons. Ouais. Et je pense que sur cette phase-là, la viticulture a vraiment un rôle à jouer en termes d'offre de services, développer le tourisme. Qu'est-ce que le tourisme ? C'est tout simplement des sites relativement professionnels qui sont situés dans des zones de production, mais qui sont en capacité d'accueillir du public, de leur parler, si possible dans plusieurs langues, de les accueillir avec des nombres de convives relativement importants, de leur proposer des prestations d'accompagnement type séminaire, voire restauration, voire découverte de caves, découverte de vignes, etc. Donc toute une pédagogie autour de notre métier. Et ça commence à démarrer et ça rencontre du succès.
Donc là, on commence à avoir sur certains secteurs, on a aussi des secteurs qui sont labellisés maintenant vignobles et découvertes. Donc c'est un label national qui est relativement récent. La Savoie dispose de ce label. Donc ça, c'est quelque chose qui va nourrir notre offre non touristique. Et derrière, les investissements qui commencent à se réaliser maintenant au niveau des vignerons et au niveau des exploitations et des entreprises qui commencent à sentir le vent tourner autour de cette demande. Oui. Et c'est quelque chose qui va monter en puissance. Et je pense que là-dessus, franchement, dans les années qui viennent, on a une très très belle carte à jouer. Oui, avec des activités. Je pense que nous, on a travaillé beaucoup autour de l'association Mes-Vins, mais maintenant, je pense qu'il faut aussi qu'on tourne sur des associations typées sur du patrimonial, découverte patrimoniale, mais aussi des loisirs, ce qu'on appelle les loisirs doux, par exemple le vélo assistance électrique, les randonnées pédestres, les découvertes, les segways, les choses comme ça. Oui, c'est des choses qu'il faut mettre en complémentarité pour muscler un peu notre offre et après la diffuser. Mais la diffuser, on a des outils pour diffuser et là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment synonyme de croissance et qui va nous permettre de transmettre des exploitations, peut-être avec des surfaces moins importantes, mais des métiers qui seront passionnants. Alors bien sûr, il faut avoir ça dans la peau, il faut aimer transmettre. Mais je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire. Et je voyage relativement souvent en France et quand on voit le succès qui est rencontré par le tourisme dans la vallée du Rhône ou au pied du Ventoux, enfin on le connaît tous. Je pense que sincèrement, en Savoie, on doit être capable de faire aussi bien. J'en suis persuadée. On se retrouve dans un petit instant. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Notre invité ce soir, il y a du terroir sur la table, Monsieur Pierre Vialet, du comité interprofessionnel des vins de Savoie. Je rappelle, l'alcool est à consommer avec modération. Ce soir, on parle vin et on se régale. Je pense que vous également, on apprend plein de belles choses. Et là, on va justement parler des plants de vigne et leur vente. Je ne savais pas que nos plants de vigne étaient vendus ailleurs que sur notre terre de Savoie. Dites-moi un petit peu plus à moi et aux auditeurs, Pierre. Alors, la Savoie, il faut savoir que c'est le deuxième département français producteur de plants de vigne. Il y a un vrai savoir-faire donc impressionnant sur la Combe de Savoie. Donc, il y a une trentaine ou une quarantaine de gros pépiniéristes. Et en fait, ces activités qui sont relativement lourdes fournissent les plus grandes régions viticoles. La Champagne, par exemple, une très grande maison de Champagne, je ne vais pas les citer, mais qui viennent donc sourcer leur plants de vigne en Savoie parce qu'il y a un vrai savoir-faire autour de ça. La Bourgogne, c'est pareil. Donc, la Champagne, c'est pas le Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, mais vous avez aussi les Pinots, ce qu'on appelle les Pinots fins de Bourgogne, qui viennent de Savoie. Donc là, il y a un vrai savoir-faire autour de l'assemblage, donc du greffage et de la multiplication sur cette partie empélographique avec les pépiniéristes. Et finalement, nous, on en profite aussi, puisque ça nous permet de multiplier nos plants avec toute la technicité. Donc on a vraiment un beau réservoir donc empélographique et on a aussi une bonne technique au pied de nos vignes. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant puisque tout à l'heure je parlais de recherche et développement. Oui. Donc quand on veut maintenant multiplier un vieux cépage qui nous semble intéressant, c'est relativement facile puisqu'on a le savoir-faire qui est à nos pieds. Donc c'est des choses qui ont un vrai intérêt. Et ces pépiniéristes sont aussi en général viticulteurs et de très bons viticulteurs puisque derrière ils produisent des plants de qualité et ils portent aussi quelque part dans les grandes régions viticoles le savoir-faire savoyard en termes de pépinières viticoles mais aussi en termes de vin parce que vous savez il y a beaucoup d'échanges entre régions viticoles. Et moi, ça m'est arrivé d'aller dans des grandes régions françaises, l'Alsace ou la Bourgogne ou la Champagne. Et finalement, on est connu. Moi, j'ai été relativement impressionné. On est connu peut-être plus au niveau du côté pépiniériste viticole qu'au niveau de la viticulture savoyarde. Mais globalement, c'est un assemblage qui est intéressant. Et ça nous amène une notoriété. Alors, pas une image sur le vin. L'image, vous savez que c'est autre chose que la notoriété. Mais ça nous amène une notoriété de producteurs
avec des cépages extrêmement qualitatifs, un vrai savoir-faire qui est prouvé. Donc c'est quelque chose qui derrière génère de l'excellence, et ça nous donne quelque part au niveau des grandes régions de production finalement une forme de reconnaissance. D'accord, on en apprend vraiment, c'est super. On parle également d'économie circulaire, et ça on aime beaucoup, notamment sur Grand Lac, Savoie-Mont-Blanc, on travaille énormément dessus. Il y a des personnes également qui développent toute cette partie-là. Et en économie circulaire, justement, on peut parler du Mar de Savoie. Le Mar de Savoie, donc c'est une IGP, hein, Mar de Savoie. Donc c'est quand on presse le raisin, donc on obtient la rafle qu'on fait fermenter et qu'après on fait distiller. Donc là on obtient. C'est un produit complémentaire ? Ouais, c'est un produit complémentaire. Donc là on obtient un alcool qui s'appelle vulgairement Savoie-l'Agneau. Donc on a l'appellation Mar de Savoie. Donc là-dessus, c'est un alcool blanc, hein, donc en général, on peut soit le faire vieillir en cuve derrière, soit le vendre nature. Donc là, alors par contre, le problème des alcools, là, il y a vraiment une baisse drastique de consommation, hein, sur les alcools de bouche, les alcools forts comme ça. La notoriété, maintenant, c'est des produits qui sont très marketés, hein, c'est le rhum, le whisky, etc. Donc on n'a pas de gros budget, si vous voulez, pour faire la promotion du Mar de Savoie. N'empêche qu'on a quand même cette IGP qui vit, qui existe, qui génère une production, et finalement ça fait un complément de gamme pour de nombreux viticulteurs. Tout à l'heure on parlait de nos tourismes. Effectivement, ça fait un produit de plus. Effectivement, ça fait un digestif, ça fait quelque part une corde de plus à notre arc. Mais ça reste pour moi pas une production en tant que telle. D'accord. Et c'est une production où on arrivait vraiment à stopper la baisse de vente, mais on est relativement faible maintenant. Je pense qu'on va arriver à conserver cette partie de production, mais moi je le vois comme ça, je le vois en complément de gamme, vendu dans un cadre no touristique, et finalement avec une ambition relativement locale, puisque derrière la distribution des alcools, c'est des choses qui sont vraiment actuellement maîtrisées par des très grosses sociétés. Et on voit bien ce qui fait la notoriété d'un alcool et l'image d'un alcool et la vente d'un alcool in fine, c'est sa capacité de communication. Hein. Oui, tout à fait. Et malheureusement, on n'a pas, nous, les moyens de communiquer autour de c'est vrai On fait vivre cette appellation et on veut la conserver telle qu'elle, puisque ça fait partie du patrimoine historique de la production viticole. Hein. C'est un produit de complémentation. On va le conserver comme ça, mais je pense pas que, malheureusement, hein, on puisse développer la production de Mar de Savoie. On va essayer d'arrêter la baisse et finalement de commercialiser ce produit dans le cadre de nos tourismes. On le vend beaucoup avec la restauration aussi, hein, ça en va un petit peu en restauration, mais c'est un marché qui a chuté terriblement il y a 30 ans, qui a trouvé maintenant un palier, mais on n'arrivera malheureusement pas à remonter les volumes de Mar de Savoie. Par contre, c'est un produit extrêmement qualitatif et qui a la chance d'avoir un cahier des charges, donc ça c'est figé dans le marbre. Ça permet d'avoir une qualité quand même reconnue, et demain, bon, c'est pas ce qui peut se passer, hein. Je pense pas qu'il y ait une augmentation de la consommation d'alcool, et il faut pas le souhaiter, hein. C'est vraiment un produit qualitatif. On pourra le développer, mais l'objectif du moment, c'est effectivement le vendre dans un écrin avec une présentation complètement différente, et vraiment le mettre en valeur dans le cadre de tourisme, dans des caveaux, avec un vocabulaire, une présentation particulière. On retrouve également des vins bio, vins de Savoie bio. Donc je rappelle aussi, hein, les vins de Savoie, ils ont leur propre bouteille, ils sont gravés vins de Savoie. Si c'est pas gravé, c'est du faux si c'est marqué sur l'étiquette, entre guillemets. Oui, alors la bouteille vin de Savoie, c'est une bouteille interprofessionnelle. Donc, mes prédécesseurs ont imaginé cette bouteille. C'est quelque chose d'extrêmement fédérateur, finalement, une bouteille. Tout à fait. Et donc, il y a quelques années en arrière, je n'ai pas de statistiques récentes, mais à peu près, des trois quarts des vins de Savoie, même un peu plus, se vendaient sous cette bouteille. Donc, c'est plutôt un beau succès. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que il y a des producteurs qui veulent se diversifier aussi, parce que vous savez que la bouteille, c'est très symbolique, c'est très identitaire. C'est symbolique, oui. Donc voilà, il y a des vignerons qui veulent imager leurs produits, présenter leurs produits de manière différente. Voilà. Donc ils choisissent des bouteilles différentes. Maintenant, il y a une multitude de bouteilles, des couleurs différentes, etc. Donc on reste à peu près au même volume, hein,
d'embouteillage avec la bouteille Savoie. Par contre, effectivement, il y a des démarches qui sont différentes et qu'il faut considérer. Donc, c'est une évolution normale. Hein. D'accord. Après, donc vous évoquiez tout à l'heure Oui. une partie très, très forte, très thématique, la partie environnementale avec le bio. Oui, le bio, oui. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Hein. C'est la transition écologique. Donc, Oui. ça, on peut pas l'ignorer. Donc, c'est pour moi le grand chantier. On C'est est le très très sensible. grand chantier qui est devant nous. Et quand on parle de Savoie et qu'on est au bout du monde et qu'on parle de Savoie, qu'est-ce qu'on véhicule ? On véhicule une image de nature, de montagne, de fraîcheur. Donc effectivement, nos productions doivent en tirer toutes les conséquences et nous, producteurs aussi. Donc là-dessus, la viticulture doit s'orienter sur le respect de l'environnement, sur le respect des sols, avec des démarches structurées, des démarches engageantes. On a actuellement une démarche nationale qui s'appelle l'HVE, donc l'autre valeur environnementale, hein, qui est le concept de l'agroécologie, et puis le bio. Donc le bio en Savoie représente 7% des surfaces. C'est pour moi relativement faible, puisque quand on prend la moyenne française, on est plutôt à 14-15% de bio. Donc il faut qu'on monte ce niveau de bio en Savoie au niveau national. Donc on arrive très rapidement à 14-15%. Et puis derrière, qu'on soit en capacité d'engager très rapidement l'ensemble de nos exploitations sous des logiques normées HVE pour effectivement respecter mieux l'environnement, la biodiversité, le concept de l'agroécologie, mais aussi les sols, puisque les sols viticoles savoyards sont des sols en coteaux, donc on a des sols qui sont très sujets à l'érosion. Oui. Notamment maintenant avec ces problèmes de changement climatique, on a beaucoup d'orages, on parlait tout à l'heure de la grêle. Oui. La grêle, c'est beaucoup de précipitations, donc on a des sols qui subissent l'érosion. Donc là-dessus, il y a un gros travail qui a été fait de manière empirique autour de l'enherbement. Donc il faut qu'on continue autour de ça. Il y a un vrai travail à faire, un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il sera géré donc dans cette partie HVE, qui est un agrément national du ministère de l'Agriculture, qui définit les différents paramètres, le sol, la protection de la plante, mais aussi la partie sociale et économique. C'est un petit peu à l'instar de la RSE. On parle beaucoup de RSE dans les entreprises, la responsabilité sociétale et environnementale. Nous, l'agroécologie, c'est un petit peu ça. Oui. Donc, on essaye de travailler ça. Alors ça, c'est plus au niveau de la production, c'est plus au niveau de l'ODG. Mais nous, au niveau de l'Interpro, effectivement, en termes de communication, c'est des choses qu'on va parler de plus en plus. Et puis derrière, engager et accompagner les producteurs pour orienter leur production sur du respect de l'environnement, sur des logiques agroécologiques, et sur des choses aussi qui intéressent le consommateur, puisque le consommateur veut des produits de plus en plus sains. Et ces pratiques, qu'elles soient bio ou HVE, sont effectivement respectueuses de ces demandes. Là, le Covid nous a freinés. Quelles manifestations vous allez mener cette année ? Est-ce qu'il va y en avoir ? Pas du tout. Manifestations. On aimerait qu'il y en ait beaucoup. Vous aimeriez ? On aimerait qu'il y en ait beaucoup. Donc si on veut être informé un petit peu de tout ça, ou si on veut vous découvrir, je peux. Oui, donc, bien évidemment. Le site internet Vin de Savoie, donc vin au singulier de Savoie.net, vindesavoie.net, où vous pouvez justement découvrir une partie de ce dont on a évoqué pendant une petite heure. C'est vrai qu'une heure, ça va être assez court parce que vous êtes vraiment passionnant, Pierre. Et puis j'aurais simplement voulu revenir sur vraiment une petite minute avant de vous quitter sur la Maison de la Vigne. La Maison de la Vigne, tout le monde, tout Savoyard est passé devant. On sait le désastre qui a eu. Vraiment, notre cœur et notre bienveillance est immense vis-à-vis des viticulteurs. Dites-nous un petit peu où ça en est. Alors la Maison de la Vigne, c'est un édifice qu'on avait construit donc en 2008, c'était très emblématique. C'est une maison qu'on a voulu situer dans la commune d'Apremont, qui est une commune viticole, bien évidemment. C'est une maison qu'on a construite avec des matériaux nobles, Oui. du bois, de la pierre et du cuivre. Donc c'était les matériaux de base qui ont construit cette maison. Et puis malheureusement, le 7 janvier 2017, elle a brûlé. Elle a été incendiée, cette maison. Et vu qu'elle était construite en bois, ossature bois, elle a été complètement détruite. Tout a pris, oui. Complètement détruite, donc toute la partie exhaussement en bois était détruite. Donc là-dessus, c'est une maison qui avait été construite sur un terrain communal, puisque nous, on n'était pas
porteur de projet. On était dans le projet, mais le projet de construction était porté par la commune d'Apremont. Donc voilà, c'est des choses qui ont complexifié tout ce qui concerne la partie assurance, remboursement. La maison a brûlé en plus de ça dans la garantie décennale. Donc l'œuvre appartient à l'architecte. D'accord. Donc forcément, on était contraint, entre guillemets, enfin c'est une belle contrainte, puisque l'immeuble était de belle qualité, mais on était contraint de remettre en œuvre la même structuration, l'identique, avec, imaginez, des budgets qui ont beaucoup bougé. Donc, oui. Donc ça a mis 4 ans. On a quand même trouvé un consensus donc au mois de décembre. Et finalement, les travaux ont repris. Donc la maison de la Vignée de Vin est de nouveau en construction depuis le mois de février. Donc là, actuellement, la maçonnerie est reprise. Donc vont recommencer les travaux de charpente à partir de la fin mai. Une prévision et actuellement, on a une livraison prévue donc pour début 2022. D'accord. Donc normalement. Le 15 février 2022, on devrait donc eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Intégrer notre maison de la Vigne et du Vin, très emblématique, après 5 ans. Malheureusement, ça fera 5 ans. Mais effectivement, c'est une grande fierté. Et ça aurait quand même été un intermède relativement long, lourd. Oui. Voilà. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est, voilà, vite qu'on fêtera tout ça avec un bon crément de Savoie. On vous invitera déjà. Merci on invitera beaucoup. les auditeurs aussi. Oui, on vous fera passer le message. En tout cas, on se retrouvera également à l'antenne, Pierre, pour reparler de toute cette belle profession. Quant à nous, merci beaucoup, Pierre. Merci à tous. On se retrouve dans 15 jours avec de nouveaux invités. En attendant, abonnez-vous à la page Instagram. Il y a du terroir sur la table. Restons connectés. Il y a du terroir sur la table. C'est sur Radio Grand Lac le lundi soir, tous les 15 jours de 18h30 à 19h30. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous embrasse. Bye bye. Bonsoir à tous. Et merci. Radio Grand Lac, c'est la radio locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget.